On vient d'entendre des oiseaux, on a entendu des crapauds. C'est un enregistrement qui a été pris dans la campagne, c'est autre chose? Oui, c'est un enregistrement qui a été pris dans la campagne, mais traité par un compositeur qui a voulu construire sa propre musique, qu'il a appelée Maat. Ce compositeur s'appelle Henri Fourès, et il a, à partir de sons de la nature, créé, inventé sa propre musique. Et c'est une musique qu'on pourrait entendre dans un concert? Non, Elle est destinée au concert. Tout à fait. Et alors vous la faites écouter à des enfants? Bien sûr. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les enfants qui viennent d'imiter les crapauds, ils ont quel âge à peu près? 4-5 ans. Donc c'est des enfants de maternelle? Maternelle. Et c'est vous qui leur demandez de faire les crapauds Pas du ou tout. ils le font spontanément? Pas du tout, c'est leur réaction spontanée à l'écoute de la musique. C'est-à-dire que vous leur avez passé ce qu'on a entendu avant, l'œuvre musicale d'Henri Fourès. Voilà. Et spontanément, les enfants produisent cette imitation des crapauds. Alors, je m'imagine dans la classe, on fait écouter une composition musicale. Tout le monde doit s'amuser, je crois qu'ils le font sûrement avec plaisir. Tout à fait, ils le font avec un plaisir fantastique. Ils sont contents de pouvoir produire des sons et de jouer avec leur voix. Ça veut dire qu'ils ont entendu la musique, qu'elle a réagi sur eux, et après? Eh bien, on essaie de les amener d'une simple imitation à un début d'improvisation autour de cette imitation. Quand vous dites improvisation, vous C'est-à-dire voulez... que l'enfant va jouer avec cet élément sonore qu'il s'est approprié. Il va rechercher. Voilà, il va rechercher autour, il va jouer avec et par là même amplifier, déformer cette simple imitation, et c'est déjà un début d'improvisation. Et ensuite? Eh bien, on construit, on essaye d'améliorer. D'autres enfants font des propositions. Construire, c'est-à-dire? Ça veut dire Rendre quoi? plus musical, dans Ça un veut dire premier quoi? temps. C'est-à-dire passer du simple bruitage et raclement de gorge à quelque chose qui soit un événement musical. Mais qu'est-ce que vous appelez événement musical? Je crois que c'est aller peut-être de la simple répétition à déjà un début d'improvisation dans lequel l'enfant va commencer des variations par rapport à l'imitation qu'il faisait au début. Et un enfant de maternelle est capable de passer d'une étape de répétition à une étape de variation? Absolument, si on lui en laisse le temps. C'est simple d'obtenir cela d'un enfant de 5 ans? Oui, c'est assez simple dans la mesure où justement il produisait un geste qui correspondait au geste vocal en se déplaçant dans la classe et en produisant des sons de plus en plus enrichissants et de plus en plus intéressants. Au fond, votre but, quand vous faites ce type d'activité avec des enfants, comment vous pourriez l'exprimer avec quelques mots? C'est d'amener les enfants, la classe, à se mettre au plus près des principes qui ont présidé à la composition de l'œuvre. Donc, c'est-à-dire les faire... Les principes qui ont présidé à la composition de l'œuvre, c'est-à-dire la manière dont un compositeur a écrit. Écrit Comment sa il musique. a pensé, comment il l'a organisé, et c'est cela vers quoi on tend. Que les enfants aillent au plus près de cette démarche du compositeur. C'est-à-dire qu'un enfant, finalement, même s'il ne prend pas sa plume, même s'il ne prend pas lui-même le magnétophone, mais puisse faire une sorte d'écriture musicale. Voilà, qu'il retrouve par son activité de production la démarche du compositeur.
C'est une composition musicale? Oui, tout à fait, puisque les enfants ont produit 3 éléments qui se répètent sur 3 plans sonores, exactement comme Henri Fourès les a agencés dans le passage de Maat de tout à l'heure. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on entend les grattements, par exemple, des crapauds qui se succèdent les uns après les autres, et que par-dessus, on entend des sifflements et des oiseaux qui répondent à ces sifflements. Et vous avez construit ça avec les enfants, c'est-à-dire c'est eux qui ont inventé? Eh bien, par un aller-retour entre qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que j'entends, comment moi je pourrais essayer d'organiser cette même situation en classe, que petit à petit se sont installés, que les enfants sont entrés dans l'œuvre musicale et ont pu essayer de retranscrire ce qu'ils avaient entendu. Votre objectif, c'est d'arriver avec des classes, que ce soit des enfants de maternelle ou des enfants plus âgés, d'arriver à composer des musiques à partir de ce qu'ils peuvent produire, ce qu'ils peuvent trouver. Non, c'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est justement d'écouter des musiques les plus variées possibles, en faisant participer les enfants pour écouter davantage et rentrer davantage dans cette écoute-là. Voilà, il faut que l'enfant soit acteur dans l'écoute et non pas passif. Et pour qu'il soit acteur, on lui donne des clés par ce biais de la production. Mais des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, qui n'ont encore pas de langage musical, ils peuvent arriver à réellement faire une composition? Si on les aide à comprendre de quelle manière s'organise la musique, et non pas seulement d'un point de vue solfégique, mais aussi dans une forme, par exemple ici la répétition, l'enfant, en répétant, va également varier ses productions, et par là même, en les organisant, il est déjà dans la composition musicale. On retrouve ce principe de répétition dans cette musique des griots où la voix d'homme propose une formule qui lui est renvoyée par les voix de femmes. Et cette voix d'homme, peu à peu, va s'emparer de principes de variation. Je crois que c'est une permanence vraiment de toutes les musiques, ce procédé de toutes les époques et de tous les pays. Absolument. Y compris la musique de notre temps. Par exemple, dans Pitopracta, Xenakis utilise ce principe de répétition.
bien là, nous sommes passés de Pitopracta de Xenakis à une musique totalement différente, une musique de jazz de Miles Davis, qui improvise sur un fond d'éléments répétitifs. Et alors, ce type d'improvisation, vous le réalisez fréquemment ou aisément avec des enfants? Les musiciens dits classiques ont eux aussi beaucoup travaillé sur cette répétition, comme par exemple Jean-Sébastien Bach dans l'Offrande musicale. Jean-Sébastien Bach utilise là une répétition décalée, c'est-à-dire que sur le principe du canon en fait. Le canon est aussi un mode de répétition avec un certain décalage dans le temps. Non seulement cette répétition est décalée dans le temps, sur le principe du simple canon, mais elle est aussi décalée dans l'espace par la superposition de plusieurs plans sonores de hauteurs différentes. Il est intéressant de voir comment le compositeur Henri Fourès joue avec ces plans sonores au niveau de la voix et au niveau du sitar.
Autour du micro et à propos de l'œuvre d'Henri Fourès, Mahat, étaient réunis des professeurs d'IUFM et des conseillers pédagogiques. S'adressant à un public d'enseignants, Madame Pétineau propose maintenant un commentaire de Solitude Transit de Luc Ferrari. Elle donne ainsi des clés pour une meilleure appréhension du monde du son. Vous allez donc entendre cette œuvre de Ferrari dans un premier temps, sans prendre de notes ni rien du tout, le plus innocemment, le plus spontanément possible. Vous écoutez l'œuvre, après c'est tout, il va se passer des choses, j'espère, en vous. Je vais essayer moi, bon. C'est pas évident pour elle. Eh bien, je vais peut-être vous demander tout de suite ce que vous avez entendu. Non, mais j'ai juste noté l'ambiance où ça se passait. Quoi, Alors, où cela se passe-t-il à votre avis? Dans une gare. Vous pensez que c'est dans une gare? Une gare ferroviaire? Oui. Une gare ferroviaire. Moi, je pensais seulement à l'aéroport. Ah, seulement à l'aéroport. Et le aéroport. Oui. Bien. Et tous ces sifflements, souffles, etc. Aéroport. Et puis alors, en dehors de cela, d'autres éléments plus ou moins réalistes que vous avez pu entendre? Des pas, oui, on entend des pas. On dirait presque... Enfin, moi, j'ai pensé à des pas de femmes, mais on n'est pas obligé, parce qu'on entend les talons. Vous aussi, vous avez entendu les talons. Autre élément réaliste encore? Des voix. Inaudibles. Oui, justement, inaudibles. Notamment dans le haut-parleur, ça c'était presque réaliste quand on vous donne des indications et qu'on ne les entend pas. Hein, il y avait un film de Tati comme ça et tout. Donc il y a aussi des éléments de voix. Des portes. Ah, des portes.
des portes qui claquent. Alors, j'ai mis d'une part ces éléments réalistes, auxquels on peut ajouter ce que vous avez entendu, rire, porte qui claque. Mais alors, porte qui claque, un claquement, c'est pas forcément, ça peut être un travail du son. Tandis que là, comme vous voyez, j'ai bien fait le départ entre ce qui est tout à fait réaliste et incontestable, les 3 points, je crois, que nous avons marqués là, et puis par contre, d'autres sons, qui sont des sons purs, travaillés, et qui forment une trame. Alors ça, je crois que le mot trame est un mot tout à fait essentiel à travers toute la musique, sans aucun doute, à travers toute la musique, mais particulièrement dans la musique contemporaine, et particulièrement dans cette œuvre-là. Le mot trame. Hein. Tout le monde sait ce que c'est qu'une trame, n'est-ce pas? Cette espèce de texture qui peut être extrêmement dense et complexe, ou qui peut au contraire diminuer, s'affiner, devenir plus transparente et n'être presque plus rien. Hein. Et puis là-dessus, greffer des pas, des voix, des portes qui claquent, mais une trame. Alors cette trame dont je vous ai parlé, qui est le deuxième élément essentiel, il me semble, de cette œuvre, toute cette trame est faite de souffles, de sifflements. Quelqu'un a entendu les roues. On peut penser à beaucoup de choses, mais je crois qu'on peut penser surtout au monde du son. Et après, quand on réentend cette œuvre, en faisant abstraction du réalisme, ce qui est difficile, mais enfin, au bout d'un moment, c'est possible, et en pénétrant uniquement dans le son, c'est là que je pense Grand Bleu aussi, mais chacun a ses références personnelles, évidemment, de pénétrer dans un domaine qui est le domaine son, et qui me semble vraiment magnifique. Et rentrer dans le son. Alors ça me semble pédagogiquement extraordinairement intéressant. Rentrer dans une sonorité. Culturellement, nous avons tellement l'habitude d'attendre des mélodies accompagnées d'accords que quelquefois, et moi comme les autres, on ne rentre pas assez dans le domaine son. Et ce qu'on devrait faire même dans Mozart, Haydn, Beethoven, etc., c'est que très souvent, avec cette musique, disons, traditionnelle, tout le monde comprend ce que je veux dire, c'est-à-dire fondée sur la mélodie, l'harmonie et le rythme, ce sens du son et de la matière.
Alors, donc, je vous ai fait ce petit commentaire, d'une part ces éléments réalistes, mais qui sont transformés. C'est plus encore que ça, c'est qu'ils se font, tout à coup, ils deviennent le son de la trame, vous le remarquerez. C'est les voix, mais qui sont un bruitage. Et puis, cette trame faite de tous ces sons qui sont travaillés, évidemment. Et je pense que ce sont des sons que Ferrari est allé prendre dans des gares. Ah, en plus, c'est la gare de l'Est. Il me semblait qu'il y avait là un petit côté. En tout cas, je pense qu'il est allé prendre des sons et qu'il a travaillé ces sons pour en faire cette texture et cette trame. Bien, alors voilà, il me semble, les deux éléments de base. À partir de ça, il est très net qu'il travaille avec des dynamiques, c'est-à-dire crescendo, décrescendo, forte, piano. Il travaille beaucoup là-dessus. Et il me semble que tout musicien dit traditionnel, vous comprenez ce que je veux dire par traditionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui précède tout ce travail rien que sur le son. Tout musicien traditionnel travaille avec ces éléments-là. Il n'y a pas de différence. Il travaille beaucoup sur les dynamiques. Forte, piano, avancé, recul, parce qu'on diminue, parce qu'on augmente. Alors je pense par exemple à Debussy, Fête. Il y a ces crescendos, ces décrescendos, ces éloignements, ces rapprochements. Tous ces éléments, je crois que vous pouvez les travailler avec les enfants. Je suis en train de parler de rapprochement et éloignement. Évidemment, je pense que vous avez entendu l'écho. Enfin, si vous n'avez pas entendu les échos, c'est pas pour ça que vous êtes bon à acheter. Mais il y a notamment des échos sur l'accord parfait. C'est très fin. Et ça, les musiciens